vous êtes à l'affiche de Chamboule-Tout au cinéma, donc film d'Éric Lavenne, je le disais. Vous y jouez Frédéric, un homme qui, à la suite d'un accident de scooter, perd la vue et la mémoire immédiate des choses. Alors, sa femme, Alexandra Lamy, décide de raconter leur vie dans un livre et c'est un scénario tiré d'une histoire vraie. En fait, c'est une femme qui est chamboulée 2 fois. C'est d'abord à cause de l'accident, mais en fait, ce qui est le vrai sujet du film, c'est qu'elle a écrit un bouquin pour raconter quand même cette histoire qui est quand même pas évidente, quoi. Et puis voilà, pour une sorte d'exutoire. Et en fait, tous les amis, vous savez, quand vous écrivez vos mémoires, enfin, quelqu'un écrit ses mémoires, il dit tiens, il y a quelqu'un qui a écrit 2 lignes sur toi et tout. La première chose que vous faites, vous allez chercher immédiatement ce que la personne a dit sur vous. Et on aurait en fait, ça. voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tous les amis l'ont mal pris. C'est super drôle de voir. C'est hyper futile, c'est ça qui est drôle. Voilà. Alors que l'histoire, elle est très profonde, poignante, et on rit de choses assez futiles. C'est ce qui vous a plu dans ce film? C'est le mélange de genres? D'abord, c'était très positif. C'est-à-dire que cette femme, cette vraie femme dans la vie, Barbara, elle a voulu garder toute sa famille unie, son mari toujours aussi beau, toujours... Voilà, c'est pas quelqu'un qui s'est résigné. Et ce qu'il y a de très bien dans le film, c'est qu'il n'y a jamais de résignation, il n'y a jamais de compassion par rapport à ce qui s'est passé. Il y a surtout l'envie d'aller de l'avant et de continuer à vivre. Voilà, c'est une vraie battante. Justement, on va voir un petit extrait, un premier extrait de ce film, parce qu'on le dit, on le rappelle, il y a la perte de la vue, oui, mais il y a aussi des conséquences, et notamment cette addiction totalement folle à la nourriture. Oui, qui est développé chez Frédéric. Oui. Et donc, on le retrouve, Frédéric, sans filtre, dans une célèbre chaîne de fast-food, avec sa femme qui essaye de calmer son appétit. Regardez. C'est une scène vraie, d'ailleurs, ça. Il est où, là? Il est là. Il est où? Il est là. Là. Ah, bah, alors... ouais. Tu vois cette recette de merde? Ça n'a pas le même goût que d'habitude. Ah. Mais non, mais Fred, qu'est-ce que tu fais? Rends le hamburger au monsieur. Vraiment, je suis désolée, Papa, t'as vu ce qu'il t'a fait, le monsieur? Ouais. Tu vas le taper? Non, jamais. Non, mais vraiment, je suis désolée, hein. Je vais vous en racheter un autre. Non, c'est bien, c'est bien. Je m'assèche pour cet été. Ah bah voilà, oui, c'est pas plus mal. Non, pardon, excusez-moi, je voulais pas dire ça. Désolée. Ça, c'est du Whopper. Sur le handicap, comment vous vous êtes préparé? Parce que c'est pas commun de jouer un non-voyant. Ah oui, le non-voyant, oui. Bah, Vous avez eu Non, je suis allé rencontrer un monsieur extraordinaire qui s'appelle Dominique Dumont, qui est au Bouffe Parisien, qui est le co-directeur des Bouffes Parisiens. Et Dominique, lui, il se balade dans son théâtre. C'est impressionnant, quoi. Il a un chien d'aveugle. Alors, je suis allé aussi à l'école de chiens d'aveugles de Paris. Et là, j'ai travaillé aussi avec des motriciennes. Alors là, vous vous rendez compte que le nombre d'obstacles quand vous êtes non-voyant, en plus avec la pollution sonore, en plus avec les dangers, avec les trottinettes, les vélos, les trous, les travaux. Ce qu'on retient de ce film aussi, c'est que ça rappelle à quel point, encore aujourd'hui, la vie quotidienne n'est pas adaptée aux gens en Et c'est de situation pire en de pire. handicap. À part le plaisir de sortir avec une moche, ça c'est bien parce qu'on souffre Non, pas. détrompez-vous. Ah bon, on souffre de sortir avec une moche? Non, l'histoire, c'est qu'il y a, c'est un monde Voilà, de c'est pas le cas, sensualité. C'est-à-dire que d'abord, les personnes non-voyantes, enfin, moi je croyais que, bon, voilà, on faisait pas très attention à pas mal de choses, mais en fait, le contact avec le tissu, ça vous donne une idée sur la chemise que vous avez. Les boutons sont très importants. C'est la seule chose qui vous rassure, c'est-à-dire les vêtements. Et vous savez, avec la texture de vos chaussures, enfin de vos chemises, de vos vêtements, quelle couleur est-ce que vous pouvez mettre? La couleur. Ouais. Ben oui, parce que vous savez que, par exemple, vous avez un pull qui est un peu plus rêche ou un truc comme ça, vous savez que c'est un peu le rouge, parce qu'on vous l'a dit. En fait, il y a tout ce monde de sensorialité, de sensualité. Puis après, vous vous rendez compte à quel point, quand vous rentrez dans un lieu comme un restaurant, si vous fermez les yeux, les 90% du temps, si vous devez suivre quelqu'un, vous connaissez la voix de quelqu'un, généralement, comme il y a de la musique derrière, vous êtes complètement perdu. Et oui. Ah bah, C'est rassurant incapable pour toi de vous diriger. faire la vue, donc non mais c'est bien pour elle parce qu'elle ne voit plus rien d'ici par là. Ariane, j'ai déjà vu en boîte de nuit avec Ouais. les yeux fermés, elle est capable de retrouver n'importe quoi et surtout le bar. Et surtout un jean. Et surtout un gin tonic. Et la texture, faut pas la voir là-dessus. Alors, parce que c'est de la vodka tonique, elle vous l'envoie à la tête. Non, mais c'est la poêle qui se moque du poêlon, sans rien. Ah, c'est mignon ça. Dans ce film, on voyage. Ça se passe beaucoup au Pays Basque. Forcément, ça me plaît. Vous aussi, Ariane, à Biarritz, c'est une idée d'Éric Lavenne. C'est une idée aussi de la vraie histoire ou c'est juste le plaisir?
Il y a pire que de tourner un film à Biarritz en Alors, juin. les vrais personnages, enfin, la Barbara est d'origine basque. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment lié Donc voilà. à l'histoire. Donc c'est lié. Et puis en plus, c'est vrai que le Pays Basque, on n'y a pas tourné énormément. C'est magnifique parce que c'est vraiment en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a beaucoup de relief. Ouais. Après, évidemment, c'est tonique. Hein. Donc il y a des jours pour tourner. C'est vrai que le Pays Basque, quand le mauvais temps s'installe, ça s'installe. Et quand vous avez du grand beau temps, mais tout est fort. Et en fait, on a eu de la chance parce que quand les choses allaient pas très bien pour les personnages, en fait, on a eu du mauvais temps. Et quand les choses allaient super bien, on a eu un temps de Dieu. Donc voilà. Pour commencer, j'ai envie de vous parler d'un autre cinéma. Très bien. On va regarder l'écran, le grand écran à côté de nous. Ah, une journée particulière, ouais. C'est une source inépuisable d'inspiration. Voilà, j'adore ce cinéma italien, j'adore les acteurs italiens de cette époque. Ce sont des gens qui arrivent à jouer sérieusement des situations improbables. J'adore tous ces personnages parce qu'ils ont un sens de la dérision par rapport à la vie qui est très fort. Et regardez, c'est un beau gars. Et le mec n'a jamais joué sur sa beauté. Votre envie à vous, c'était d'être comédien quand même. Oui. Ah bah, ça a bien réussi. Pas trop mal. On va vérifier ça avec Lilia Bousfoul. Puis on en parle après. Ce jour-là, dans un grand hôtel parisien, José Garcia enchaîne les interviews. Il vient faire la promotion de son nouveau film Chamboultou, un exercice qui n'a pas l'air de lui déplaire. Il y a plein de gens qui vous diront que ça fait pas partie, qu'ils veulent pas, qu'ils aiment pas ça et tout ça. On fait ça en Mercedes, à l'hôtel Mondin. Excusez-moi, mais ça serait vraiment monstrueux de me dire ouais, j'aime pas ça. Alors j'entends boire des cahuards, en fait, tu en voilà. Non, c'est génial. Le comédien traverse le cinéma français depuis près de 20 ans. José Garcia, portrait d'un acteur sans filtre. Allez, flic, flac, Kodak. Ah, donne-moi ça. Non, pas la pellicule. Voici la première apparition télé de José Garcia. Nous sommes en 1992. À l'époque, il n'est pas comédien mais chauffeur de salle pour l'émission Nulle part ailleurs. Et là, derrière ce micro, il y a Antoine Decaune. Et à partir du moment où il dit bonsoir, il faut que ça soit le plus gros pétage de plomb que vous ayez fait au moins depuis le 14 juillet dernier, et je veux pas le savoir. C'est là qu'il rencontre Antoine Decaune. Les deux hommes forment très vite un duo. Une collaboration qui se transforme en une amitié solide. Il est ce qu'il donne à voir, José. C'est un garçon candide, généreux, bon compagnon et un comédien surdoué. Non. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part qu'il continue à fréquenter les boîtes échangistes, sinon je vois aucun défaut dans la cuirasse. Et encore, je ne juge pas. Qui suis-je pour juger? En 1997, José Garcia fait ses grands débuts au cinéma. Il est Serge Benamou, un vendeur raté du sentier. Moi, je suis Serge Benamou. Enchanté. Viens, assieds-toi. Thomas Gilou est le réalisateur du film. José, il a transcendé le personnage complètement tel qu'il était écrit. Il a amené une dimension incroyable, une vie. Son accent, quelque part, c'est un accent inventé. C'est pas non plus l'accent parfait du sentier. Et c'est ça que le spectateur a aimé. Tom m'a dit que tu voulais investir de l'argent. Non? Qu'est-ce que tu fais laisser par derrière, toi? Ah putain, sans déconner, merde! Non, on est en train de faire du business! Oh! Dans Chamboultou, il est un père de famille qui perd la vue et la mémoire immédiate suite à un accident de moto. Alexandra Lamy revient pour nous sur les coulisses du tournage. Il s'est excusé tout de suite en nous disant « Je suis désolé, je vais être un très mauvais partenaire de sortie, d'amitié, etc. parce que j'ai un rôle qui est difficile et donc je vais rester tout le temps concentré, je vais rester dans ma bulle. » Et en fait, il est resté complètement dans sa bulle. C'est-à-dire que vraiment, il nous a imposé son personnage. Donc du coup, tout le monde avait l'impression d'avoir quelqu'un qui était vraiment non-voyant. Donc du coup, tout le monde faisait attention. De l'avertir quand il y a une marche, si elle est haute, si elle est basse, si on descend ou si on monte. C'est des petits trucs qui n'étaient pas écrits sur le texte. Et donc on a pu rajouter parce que justement, il nous a imposé ce personnage. À 53 ans, José Garcia sait ce qu'il veut et l'impose. À vous, les Maltesers. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir beaucoup d'autodérision sur sa carrière. Vous avez regardé les 3/4 des photos de ce que j'ai fait. Je ne peux pas dire que je suis très fier, mais je suis content de vous avoir diverti. J'aurai un César d'honneur, mais ça sera sur la fin. Sinon, j'ai toujours une bougie dans le cul. Comment ça, vous n'êtes pas fier?
fière de ce qui s'est passé avant, quand même. On va voir passer des images, mais quand même. Vous voulez que je vous parle de cinéma maintenant? C'est foutu. Mec, voilà, tout d'un coup on a commencé. Mais c'est toujours pareil les émissions. On commence avec Mastroianni, on commence avec machin, puis ça termine en slip panthère, avec des cheveux, avec des mecs à poil et de la mousse à raser. Non, mais on va revenir après. Bah voilà, oui, bah, de toute façon, je suis à l'abri de tout. Hein. Non, mais c'est ça que je fais le cercle après. J'ai un gros film. Je vous préviens, il va y avoir du complot tout à l'heure. Vous vous rendez compte quand même que cette période, nulle part ailleurs, notamment, ça vous a ouvert beaucoup de portes. Est-ce que vous en gardez quand même de bons souvenirs? Qu'est-ce Bien que vous sûr, retenez de... évidemment que j'en garde un bon souvenir. Et on en a plein, hein, comme ça. Mais je sais, mais il y en a certains dont je me souviens absolument pas. Mais C'est moi, incroyable, incroyable. Quand en 1996, Thomas Gilou vient vous chercher pour La vérité si je mens, vous vous C'est un dites beau que cadeau. c'est l'occasion à ne pas rater, l'occasion d'une vie. Non, Vous parce qu'à savez pas à ce l'époque, moment-là. le film, personne n'en voulait. C'est un film qui a passé pas mal qui est vraiment passé dans tous les bureaux de Paris. Et en revanche, Thomas Gilou m'a fait vraiment un beau cadeau parce qu'il voulait que je fasse le rôle d'Eli Kakou. Et je lui ai dit, écoute, il y a celui-là, il n'est pas très écrit, mais franchement, si tu me le donnes, je sais ce que je peux en faire. Il a été génial, il me l'a donné, voilà. Et passer derrière la caméra ou écrire, c'est souvent l'envie d'acteur. Écrire, oui, ça fait déjà longtemps, ouais. Mais voilà, Vous, maintenant. écrire pour d'autres. Écrire pour moi, écrire pour d'autres, écrire pour raconter, pour voir si j'y arrive. Alors, nous, du coup, on s'est lancé dans un petit quiz. On voulait savoir à quoi ressemblerait un José Garcia scénariste. Vous avez des petites cartes devant vous. Vous allez faire comme au Monopoly, en tirer une par une, voilà, Ouais. et lire à haute voix et puis me répondre. Si j'écrivais un polar, à quel acteur je confierais le premier rôle? Ah bah d'abord, il faudrait que je sache quel genre de polar j'écris, quoi. D'accord, il n'y a pas un acteur que vous dites oh, si je pouvais un jour écrire pour lui, ce serait. Non, parce qu'on n'écrit pas pour un acteur, vous savez. Je crois qu'on écrit en pensant à l'énergie d'un acteur, mais le pire, c'est d'écrire pour un acteur. Bon, bah en fait, José, je vais faire un gros bide avec mon quiz. Alors, on va passer directement à la dernière, ce sera plus simple. Alors, si j'écrivais un biopic d'Antoine Decaune, quel en serait le titre? Alors, la vie d'Antoine Decaune. Ça s'appellerait Le Trapéziste. Je le mettrais dans un grand cirque, en collant. J'attends la suite. Et je lui ferais faire des grands flip-flaps arrière, mais on ne mettrait pas de filet. C'est dégueulasse. Je sais pas. Ou alors, il serait dompteur de tigres, avec plein d'animaux féroces autour de lui. Et ça serait un dompteur qui a perdu la vue. Ou qui a des moments de délirium très minces, vous voyez? Et qui ne voit plus très bien les animaux, ou qui a peur, ou qui crie. Ou qui parle très fort, vous voyez, aux Vous animaux. lui en voulez et ou on serait pas dans une grande cage fermée, comme ça, je rêve ça. Les caméras seraient à l'extérieur avec l'équipe technique. Et en fait, au plein milieu, j'essaierais de le faire improviser. Donc je prendrais un grand papier en l'air, je ferais un énorme bruit, et tous les animaux partiraient dans tous les sens. Et lui serait avec son fouet, et on ferait des images, des belles images. On sent qu'il y a un petit peu de vengeance pas là-dedans. Mais non, pas du tout. C'est comme les boîtes échangistes, hein. Faut savoir où est-ce qu'il a su comme que les j'étais. costumes blancs. Vous savez pourquoi aux il sait que j'y enterrements. vais? C'est parce que nous-mêmes, voilà, on s'y est retrouvés. Il y a une petite. Pas du tout. Non, D'ailleurs, remarque. quand il a fait Les Morsures de l'Aube, c'est lui qui connaissait les adresses, parce que c'est lui qui m'a emmené pour tourner là-bas. D'accord, c'est noté. Ouais. Vous voyez qu'on n'a pas demandé son numéro de téléphone. Hein. Oula, mais Ah vous ne non. l'aurez pas. Oh, non, non, non. Ah non, ça suffit. Par contre, il y a une maison à Trouville qui est en train de se transformer en abri anti-atomique.